à ces assises à l'issue de 2 matinées organisées. C'était le week-end dernier. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, devra répondre à certaines questions des députés nationaux. Une motion de défiance a été déposée ce matin contre ce dernier au bureau de l'Assemblée nationale. L'auteur de la motion est le député national Deli Sissanga. Merci à vous de nous rejoindre. Je vous le disais, le parti lumumbiste unifié prendra part au dialogue national initié par le chef de l'État congolais, annonce faite ce week-end par le secrétaire général, mais également porte-parole du parti Guy Kinzenga. Déclaration faite lors de la clôture des matinées politiques qui se sont tenues le week-end dernier. Suivez. Le parti lumumbiste unifié reste fidèle à son idéologie et loyal au chef de l'État et son allié, la majorité présidentielle. Au terme de 2 jours de travaux, le week-end, le PALU, qui bénéficie d'un nouveau leadership à la tête de son organe exécutif, se dit favorable au dialogue politique, tel qu'annoncé par le président de la République, et ce, conformément à la position rendue publique en août dernier par le patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général et chef du parti. Quant à la participation du PALU au dialogue politique, par principe, le PALU y prendra part. À ce propos, nous attendons les dernières orientations du chef du parti. Le nouveau secrétaire permanent relève la nécessité pour les Congolais à soutenir ces pourparlers et appelle pour cela tous les militants du PALU à l'unité en vue d'affronter dans la paix les grands enjeux politiques qui s'annoncent. J'invite chacun de vous à afficher un esprit d'équipe et d'unité pour surmonter ensemble les difficultés en vue d'affronter avec courage les défis présents et futurs afin de redonner au PALU sa force d'autrefois pour une victoire certaine au prochain rendez-vous électoral. Par la même occasion, la nouvelle équipe de la permanence du PALU a annoncé les activités de la redynamisation du parti de la base au sommet pour plus de cohésion interne. Et d'autres également qui seront partie prenante à ces assises initiées par le chef de l'État. Ce sont les évêques et les leaders des églises du Réveil qui l'ont annoncé hier lors d'une réunion qui s'est tenue ici sur place à Kinshasa. Guilain Kabalondi pour les détails. Réunis en session extraordinaire de la commission Justice et Paix, les responsables des églises de Réveil, après analyse de la situation actuelle dans le pays et en tirant les leçons du passé, soutiennent que le dialogue en RDC est incontournable. Plus qu'indispensable à ce stade, le dialogue nous apparaît comme le cadre indiqué pour traiter de toutes les questions d'intérêt vital pour notre nation, d'une part, et une voie idéale dont l'issue serait à même de rassurer un avenir apaisé à notre nation, d'autre part. S'agissant du processus électoral, les évêques et leaders des églises de Réveil tiennent au respect des délais constitutionnels, tout en invitant les parties prenantes à bien saisir cette opportunité. Nous pensons que le processus électoral n'est pas seulement matière de bonne foi ou de conscience légale du respect de la Constitution, mais aussi et surtout une opportunité offerte au peuple souverain à s'assumer dans le choix libre de son avenir politique et de ses propres dirigeants. L'occasion était également pour ces religieux de rappeler la mission de l'Église pour la bonne marche des affaires publiques. L'intervention de l'Église dans le domaine de la vie politique d'un pays se résume dans l'accomplissement du but de Dieu en faveur des hommes. D'une manière concrète, l'Église est l'instrument que l'Éternel s'est donné pour la poursuite de sa mission rédemptrice en vue d'apporter la paix, le pardon, le salut et la vie éternelle. Des appels à l'unité, au pardon et à la prière pour un avenir radieux ont été également lancés. Le week-end a été assez sportif. Nous marquons une pause pour retrouver Jean-Luc Anida pour plus de détails.
D'abord, direction le Danemark où se déroule actuellement le mondial handball féminin. Les Léopards croiseront donc cet après-midi le tenant du titre de l'édition précédente, le Brésil. Match comptant pour la deuxième journée du championnat mondial des seniors, dames de la 22e donc édition qui se déroule au Danemark. Perdu 15-23 face aux Albis Célestes de l'Argentine. Les Fauves devront mouiller le maillot pour empocher ses premiers points de la compétition. Et la RDC est logée donc dans le groupe C. Après la rencontre avec le Brésil, les Fauves de la RDC matcheront la Corée du Sud le 8 décembre prochain avant de croiser la France le 10 décembre et clôturera ces matchs de la phase des groupes contre l'Allemagne. Ce sera le 11 décembre. Nous en parlons avec Jean-Luc Canida. Bonjour et bienvenue. Bonjour Steve Mbouy. Alors, quelques pronostics peut-être par rapport à cette rencontre attendue cet après-midi. Est-ce que la RDC pourra faire face au Brésil? Oui, il faut dire que c'est vraiment difficile de pronostiquer parce que jouer contre une championne du monde, une équipe championne du monde, vous comprenez directement. C'est vrai que la RDC est l'une des toutes meilleures équipes africaines. Elle est généralement dans les 3-4 premières places du continent. Mais là, c'est une autre histoire, c'est un problème d'expérience, mais la chance, je crois qu'elle n'existe pas. Tout ce qu'on demandera aux filles, c'est de se surpasser et pourquoi pas limiter les dégâts. On espère que tout ira bien. Oui, on espère. Alors très bien, nous revenons en compétition nationale. D'abord avec les résultats du week-end de la Lina Foot. Des matchs sont joués sur différents sites le week-end. Et oui, on a joué sur le site ouest, donc qui comprend Kinshasa, Congo central, Kwango Luma, Ndombe. Donc là, nous avons les résultats. Nous avons Rogelou, Moké de Kinshasa, 1-0 en faveur de Rogelou. Nous avons eu également le DSMP qui a battu l'Amical Sportif Dragon Bilima, 2-1, comme vous le voyez. Et les Utuka de Kikwit a été tenu en échec par le Racing Club de Kinshasa. Sur le site centre-sud, là, nous avons les provinces du Kasaï, et l'ex-Katanga. Donc là, on a Océan Pacifique qui est tombé devant Sanga Balinde 1-0. Bazano est tombé face à Lubumbashi Sport. C'était hier à Kibasa Maliba 3-2. Et enfin, AS Bantou a perdu par forfait devant le FC Saint-Eloi Lupopo 3-0. Le dernier site, c'est le site Est qui comprend le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Là, on a enregistré 2 résultats. Koibilombe a fait tomber le leader, donc Olympique Le Mungano, 2-1. Et Eldorado, la lanterne rouge, a partagé avec AS Nika de Kisanga, ni par 1 but partout. Là, c'est la vue globale. On peut dire aussi que sur le site ouest, c'est le DSMP qui est leader. Sur le site centre-sud, c'est Sangabalende qui est leader. Et sur le site est, c'est Mungano qui est leader. Très bien. Alors Jean-Louis, peut-être sur les mêmes sites, mais une autre compétition, c'est l'entente provinciale de Kinshasa. Par contre, là, le championnat a démarré. Oui, la 15e journée a démarré, puisque le championnat a démarré depuis maintenant 15 journées. Donc pour la 15e journée, le FC Renaissance du Congo s'est tapé la peau du Real Club Impact sur la marque de 5-0. Un score très sévère. Et la Renaissance, en 15 matchs, a gagné 14 matchs. Ça, il faut le faire. Cette équipe, on se demande qui va arrêter cette équipe. Bon, on va voir la suite. À quoi date-t-on justement cette performance? Moi, je me dis c'est la motivation et aussi l'appui des supporters. Vous croyez que les supporters sont quand même... Oui, c'est le 12e homme, comme on le dit en jargon footballistique. Le supporter, c'est le 12e homme, c'est-à-dire c'est le 12e joueur. Quand vous entrez au stade, généralement, quand Renaissance joue, c'est vraiment ahurissant. Les supporters, ça c'est motivé. Le stade est rempli à 80% et ça joue sur le mental de l'adversaire. Donc, on va se dire que c'est même, vous verrez sur les vareuses, c'est écrit « Jamais sont nos supporters ». Donc, entre Renaissance et les supporters, l'harmonie est vraiment très bon mariage. Très bon mariage. Très bien. Alors, nous allons nous rendre plutôt du côté de Madagascar, dans une toute autre discipline, où se déroule actuellement le Tour international de Madagascar. Et la RDC est également présente. Jean-Louis, et elle a laissé une bonne impression lors de la première journée. Il y a Jimmy Moindo Kiaviro qui est sorti 5e de la première étape. C'est un cycliste de la Liprosinoki, donc la Ligue provinciale de cyclisme du Nord Kivu. Et c'est un jeune garçon qu'on voit généralement même au cours du Tour cycliste. La dernière fois à Goma, il était là également. Donc il s'est classé 5e. C'est une bonne nouvelle. Au final, oui. Et puis au classement par équipe, la RDC s'est classée 3e meilleure équipe, avec Gianni Maele qui a beaucoup joué aussi dans ce résultat. Lui, il est de la Liprosikine, donc Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Là, avec les courses organisées dans la ville, c'est un jeune qu'on côtoie aussi. Donc, on va dire bravo Léopard et surtout bravo à la FECOSI.
la Fédération congolaise de cyclisme, dirigée de main de maître par le président Sylvestre Montaïombe, là qui met le paquet pour que nos athlètes aient aussi le niveau des autres nations Très bien, africaines. justement, parlant justement de Junior, est-ce que vous croyez qu'avec beaucoup plus de sérieux, peut-être de la part de nos autorités, et beaucoup plus d'entraînement, il pourra faire mieux à l'échelle internationale? Oui, je me dis oui, puisqu'on a remarqué que nos cyclistes sont maintenant souvent en stage. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont au Togo, maintenant ils sont au Madagascar, ils étaient au Togo, ils font pratiquement le tour de l'Afrique et ça c'est bon. Motivation aidante puisque c'est accompagné de primes. Je crois qu'on a des meilleurs cyclistes aussi qui pourront bien se défendre au niveau international. Même au niveau international. L'objectif était d'atteindre le niveau européen, mais reste à suivre encore. Mais on va dire que le travail qui est déjà fait est déjà bon. Merci beaucoup Jean-Luc Enda pour toutes ces précisions. Merci Steve Mbouyi. Vous le savez, le mois de décembre est dédié à la lutte contre le VIH-Sida et des plaidoyers à travers le monde, mais également à Kinshasa, sont menés dans ce sens. Et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe ont été sensibilisés sur les bienfaits du dépistage, les modes de transmission, l'utilisation du préservatif et bien d'autres questions y afférentes. Initiative de la Fondation Femmes Plus. Suivez ce reportage. Près d'une centaine d'étudiants de l'USP Gombe à l'école de sensibilisation sur les VIH-Sida. Abstinence, préservatif, fidélité, mais aussi dépistage volontaire, des attitudes à adopter, passées au peine fin par les experts de la Fondation Femmes Plus. Sensibilisation organisée dans le cadre du mois de lutte contre le VIH-Sida. L'USP Gombe regorge des populations qui fait partie de la cible notre intervention qui sont les jeunes. Si 90% des jeunes de l'ISP arrivent à connaître leur statut sérologique, et c'est parmi ces 90%, 90% ont accès au traitement pour avoir une charge virale, ça serait déjà le début de la fin du VIH-Sida à l'ISP Gombe. Une activité accueillie à bras ouverts par les autorités de cette institution universitaire. Dans nos programmes d'enseignement, nous avons aussi le cours de VIH-Sida. C'est ainsi que quand on nous a sollicité pour venir ici, nous avons trouvé que c'était une information de plus que vous devez délivrer à nos étudiants. Pour les concernés, le dépistage volontaire, l'occasion de connaître son état sérologique et prendre des dispositions futures. C'est juste pour connaître mon état de santé, à savoir comment se protéger, comment protéger aussi les autres. Toutes les recommandations que j'ai acquises, je veux les mettre en pratique. M'abstenir, utiliser les préservatifs, peut-être si je peux avoir des relations avec mon partenaire, c'est juste ça. Cette activité était initiée grâce au concours de l'ONG canadienne KISO. Et toujours à ce sujet, sachez que des journées portes ouvertes sont organisées en ce moment même au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Des journées portes ouvertes qui ont pour objectif d'outiller la population sur la prise en charge, mais également la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Plusieurs partenaires à cette lutte sont présents sur ce site ouvert, je vous le rappelle, à tout le public. Sous ces stands, une représentation des activités des différents partenaires du système des Nations Unies dans la lutte contre les VIH-Sida. Selon sa spécificité, chacune des agences démontre sa contribution. La prise en charge et la discrimination des personnes vivant avec les VIH-Sida, ainsi que les préservatifs, sont des outils donnés aux visiteurs. Au nombre des activités organisées, les dépistages volontaires. L'ABEF, c'est une association pour le bien-être familial. Nous sommes d'abord là pour aider les femmes sur la planification familiale. C'est ça vraiment notre service. Secondo, nous aidons le jeune à éviter les infections sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, et à éviter aussi les grossesses non désirées, et avoir un comportement digne sur le plan sexuel. Pour l'ONU-Sida, l'heure est à l'évaluation des activités entreprises conformément à la lutte contre le VIH-Sida. Ce qui est de l'ONU-Sida, on s'assure que les agences du système des Nations Unies sont en train de mettre en œuvre une lutte qui est multisectorielle par rapport à leur mandat. Par exemple, UNICEF, qui est orienté vers les enfants, on s'assure que l'UNICEF suit le problème des enfants PVV et aussi met en œuvre la PTM, l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant.
Ces assises sont des opportunités pour outiller la population pour qu'ensemble, nous éradiquons la pandémie. On a organisé une journée porte ouverte où tous les partenaires qui sont avec nous, qui interviennent dans les différents domaines de lutte contre le sida, sont venus se mettre en contact direct avec la population pour que les acteurs, la population, les populations clés et tout ça puissent se rapprocher des différents programmes, des différents services de lutte contre le sida mis côte à côte ici. Chacun de nous puisse avoir la bonne information, savoir s'engager dans la lutte contre le sida. Responsabiliser et intégrer la population dans les combats vers l'objectif zéro contamination, telle est la quintessence de cette journée qui s'est voulue aussi pédagogique. C'est une pratique qui a pris corps au sein des Nations Unies, l'UNCARE, journée de sensibilisation pour le staff et dépendant des agences des Nations Unies sur le VIH-Sida, mais également sur les maladies non transmissibles. Cette matinée d'information et d'orientation est organisée en marge, je vous le rappelle, du mois de décembre dédié à l'éradication du VIH-Sida. De la République démocratique du Congo pour annoncer les couleurs de cette journée d'information et d'orientation pour les staffs des agences des Nations Unies et leurs dépendants. Les Nations Unies, CARE, une date essentiellement dédiée à la sensibilisation et à la communication sur le VIH-Sida et les maladies non transmissibles. Une manière pour les Nations Unies de contribuer à la protection de son personnel. Il nous faut un moment sur lequel on se parle, on se dise les choses de chaque jour, notre quotidien, qui est si important, que se le dise de façon gaie, que se le dise avec un petit peu aussi de respect et d'admiration pour le travail que nous faisons. Donc pour moi, ça c'est la première des questions. La deuxième, certainement, il faut parler de maladies non transmissibles parce que c'est en fait notre mode de vie. C'est nos familles, c'est nos enfants, c'est la façon sur laquelle on doit tous, chacun de nous, s'y prendre. Et je pense que c'est un message qu'on passe à nous-mêmes et que nous devons passer au monde. Ça, c'est le rôle des Nations Unies. Un personnel apte pour le travail doit à tout prix connaître son aptitude physique, d'où l'importance de ces journées de sensibilisation couplées à des exercices physiques, au dépistage volontaire du VIH, des maladies cardiovasculaires, de la glycémie ainsi que de la cholestérolémie. Cette activité-là concerne les staffs pour les sensibiliser, les informer sur comment se protéger contre la maladie. Je suis mère de 8 enfants, mais j'ai amené les 3 derniers et les autres sont à l'université. C'est pour montrer combien je suis engagée dans cette activité et appeler d'autres parents qui sont staff comme moi, d'amener leurs dépendants pour se faire et être sensibilisés et peut-être arriver jusqu'à laisser leurs membres de famille pour se faire dépister. Ce n'est pas des forces, mais dès qu'on vous informe, vous êtes sensibilisé de vous-même, vous allez décider si on vous dépiste ou pas. Une sensibilisation qui intervient au mois de décembre, consacrée à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Sachez que Saïd Djinit a fini après 4 jours de consultation sa mission auprès des acteurs politiques, des représentants de la société civile, mais également des confessions religieuses. Leurs points de vue ont été notés par ce dernier qui les ramène ici dans sa gibecière à Ban Ki-moon. Ces éléments pourraient permettre donc au secrétaire des Nations Unies de le confirmer au facilitateur du dialogue national, initié, je vous le rappelle, par le chef de l'État. Et pour rappel, Joseph Kabila avait demandé à Ban Ki-moon de désigner un facilitateur international sur base d'une liste de propositions de Saïd Djinit, algérien de nationalité, qui est donc l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, mais aussi facilitateur dans les conflits burundais où des violences, il faudra le rappeler quand même, font plusieurs morts. Avant de nous séparer, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est ce dépôt d'une motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. C'était cet avant-midi à l'Assemblée nationale. Son auteur, le député national Délice Sanga, reproche à Évariste Bochab la nomination des commissaires spéciaux. Une motion de défiance vient d'être déposée cet avant-midi au Palais du Peuple contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Le document est signé par 53 députés, tous de l'opposition. Il reproche au vice-premier ministre, ministre
de l'Intérieur plusieurs greffes, notamment la nomination des commissaires spéciaux pour diriger de nouvelles provinces. Comme vous le savez, selon ces députés nationaux, cette nomination n'est pas conforme à la Constitution, raison pour laquelle il aimerait avoir la tête d'Évariste Bochab dans cette affaire. Vous vous souviendrez qu'il y a cela 2 semaines, le vice-premier ministre a été aussi devant les députés par l'invitation du député national Clément Kankou au sujet de la même question. Mais cette fois-là, c'était une question orale avec débat. À l'issue de cette question orale avec débat, le concerné Clément Kankou, qui est aussi parmi les signataires de cette motion, Clément Kankou, un autre député de l'opposition, à l'occurrence Denis Sessanga, puisse introduire ou bien initier cette motion de défiance. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit aussi qu'après le dépôt d'une motion de défiance, une plénière doit être convoquée 48 heures après pour la question du retour du les prochains titres à 15h30. Merci de rester fidèle au programme de Biwa Télévision.